Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler une nouvelle fois, vous l'avez entendu plusieurs fois, d'IA, d'IA générative, de confiance dans l'IA, de méfiance aussi, qui a pu avoir lieu quand les IA se sont révélées au monde fin 2022. C'est un sujet qu'on a abordé de manière très pratique ce matin déjà. Et aujourd'hui, j'aimerais plutôt en parler avec vous de manière perspectiviste, de manière théorique, qu'on puisse un peu imaginer les futurs avec ces IA génératives. J'ai avec moi Michel Lévy-Provençal, tour à tour prospectiviste, entrepreneur, conférencier. Vous êtes assez implanté au cœur de l'écosystème de l'innovation en France. Vous avez lancé l'agence Brightness après plusieurs aventures entrepreneuriales et pour n'en citer qu'une, TEDx Paris en 2009 que vous avez lancé et qui vous a placé comme une figure de proue dans le partage des idées, innovantes en particulier. Aujourd'hui, vous êtes reconnu pour vos prises de parole, vos analyses qui sont liées à tous ces domaines de la prospective et de l'innovation. Et ça tombe parfaitement bien parce que la révolution IA, elle tombe dans à peu près toutes ces cases. Bonjour. Bonjour Julien. Après 30 ans d'expérience dans la création et le développement d'entreprises, Stanislas, vous êtes PDG et cofondateur de Expedip, une entreprise technologique avant-gardiste qui a mis au point le premier moteur d'apprentissage profond auto-explicable au monde. C'est comme ça que vous le décrivez, avec pour mission de promouvoir une IA fiable, conforme, transparente. Bref, des termes qui évidemment nous concernent quand on parle de confiance dans les modèles d'IA. Vous êtes évidemment aussi passionné par l'innovation produit. Vous êtes constamment à la recherche de nouveaux défis pour maximiser l'impact positif des solutions. Et pour introduire cette conférence, ce panel et cette discussion finalement, Stanislas, j'aimerais que vous nous racontiez l'histoire de la genèse de Expedip, de votre entreprise. Parce que je pense qu'elle matérialise plutôt bien le sujet qu'on a eu à débattre aujourd'hui. Merci Julien, bonjour à tous. Alors Expedip, en fait, est né, donc la société part d'un projet mené par ma cofondatrice qui s'appelle Alam Douzal, qui est enseignante-chercheuse au LIG à l'UGA et qui mène une étude pour l'hôpital Foch à Paris sur l'agressivité des cancers de la prostate. Son objectif, produire un algorithme d'IA qui prédise si un malade va être sujet à un cancer agressif ou non. Elle travaille, elle apporte plusieurs modèles, des plus simples aux plus complexes, c'est-à-dire un modèle de deep learning aux résultats spectaculaires. Et elle le présente aux praticiens qui lui disent génial ce modèle, mais alors comment vous expliquez les décisions qu'il prend, comment vous expliquez, là on teste sur un malade, la décision qu'il vient de prendre. Et là elle répond, ça ne s'explique pas, c'est une boîte noire, il n'y a pas d'explication, la performance elle est au prix de la non-explication. Et là les praticiens lui répondent, écoutez ça ne marche pas dans notre monde, on doit être capable de comprendre nous et on doit surtout être capable d'expliquer aux patients ce que l'IA vient de décider. Elle reprend son train pour Grenoble et elle décide que trouver les moyens de créer des modèles d'IA qui soient auto-explicables, c'est son sujet dorénavant de travail. Ce qui est intéressant, parce qu'il y a un deuxième volet à l'histoire, c'est que dans le même temps, la DARPA aux États-Unis, donc c'est l'agence de recherche de l'armée américaine, qui a des moyens absolument colossaux, décide de s'intéresser également au sujet et exactement au même sujet. Parce que sur l'explicabilité de l'IA, il y a des méthodes qu'on appelle post-hoc qui expliquent par l'extérieur, qui tentent d'expliquer par l'extérieur les boîtes noires, mais bon, explication c'est un bien grand mot. Et la DARPA a un problème, c'est que sur le terrain, les militaires, qui sont toujours précoces dans l'adoption de nouvelles technologies, n'arrivent pas à faire confiance à l'IA. C'est-à-dire que leur vie est en danger et l'IA leur dit tu vas faire ça ou tu vas faire ci. Et est-ce qu'ils doivent croire l'IA? Est-ce qu'ils peuvent se fier à l'IA? Comment l'interpréter, etc. Et donc la DARPA lance un programme de plusieurs centaines de millions de dollars qui implique une quarantaine de labos aux États-Unis pour trouver la manière de faire des modèles de deep learning qui soient auto-explicables. Et d'ailleurs, je précise, deep learning, c'est vraiment ce qu'il y a de plus complexe en IA. C'est ChatGPT, c'est du deep learning, pour expliquer. Et la DARPA a travaillé les labos ont travaillé pendant plus de 3 ans pour arriver à un résultat nul, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé
Alam à Grenoble, elle, a trouvé. Voilà. Merci, ça donne le ton. Michel, qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire? Parce qu'aujourd'hui, on a un petit peu cette croyance que l'IA est quand même encore très largement une boîte noire, qu'il y a de la magie derrière, qu'il y a des concepts mystérieux. Qu'est-ce qu'une histoire comme celle de Stanislas vous fait dire sur ce monde en... Pour moi, elle est caractéristique de l'époque. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, avec le buzz qu'on a pu avoir, ChatGPT, avec ces IA qui ne cessent de faire parler d'elle ces derniers temps, beaucoup de choses qui sont mélangées, beaucoup de concepts qui sont mélangés, beaucoup de flou aussi autour des capacités de ces IA. Et donc, en quelques minutes, on va peut-être essayer ensemble de faire le tri dans ce chaos, en rappelant qu'il y a différents types d'intelligence artificielle. Ces technologies, elles ne sont pas nouvelles. Les premiers réseaux de neurones, moi je me souviens, la première fois que j'ai entendu parler de réseaux de neurones, c'était dans les années 90 en école d'ingénieur. J'ai appris ce que c'était qu'un réseau de neurones. C'était les prémices de l'intelligence artificielle. Il y a différents types d'intelligence artificielle. Le premier type d'intelligence artificielle, c'est les intelligences artificielles qui sont prédictives. Je pense que l'IA que vous développez est une IA prédictive. Elle va, à partir d'un certain nombre de données, prédire d'autres données ou des comportements en fonction de comportements passés. Ça, c'est le premier type d'IA et ça existe depuis très longtemps. Ensuite, il y a eu des IA qui étaient prescriptives. Les IA prescriptives, pour faire très très simple, c'est ce que vous avez quand vous allumez Netflix. Ça vous prescrit. C'est aussi du prédictif, finalement. Et puis, tout récemment, alors je vais un peu vite, mais pour venir au buzz dont on a tous qu'on a tous subi ces derniers temps, qui est l'IA générative. L'IA générative, c'est celle qui est capable de générer du contenu. Le contenu le plus simple étant le texte. ChatGPT, vous commencez à écrire quelque chose, en l'occurrence, vous posez une question, elle va vous répondre. Entre parenthèses, pour résumer, une IA générative fonctionne à peu de choses près comme l'autocomplétion de votre iPhone en réalité. C'est-à-dire qu'elle va compléter une séquence que vous avez pré-enregistrée ou saisie sur votre clavier, à part qu'on lui a ajouté quelques fonctionnalités supplémentaires où elle est capable de répondre à des instructions. Mais le fonctionnement fondamental d'une IA générative, c'est de compléter une séquence de texte en fonction d'un contexte sémantique. Donc ces nouvelles IA génératives, ChatGPT, elles sont pas seulement capables de générer du texte, elles sont aussi capables de générer des images. Elles sont de plus en plus capables de générer de la vidéo. Et si on fait un peu de prospective, demain, elles vont être capables de générer des environnements 3D interactifs. Et c'est probablement la prochaine étape de ces IA. Alors, effectivement, ça paraît magique, ça paraît assez extraordinaire ce que c'est capable de faire, mais en réalité, c'est un jeu de mots. Il y a très peu d'intelligence dans le cœur de ces IA. Il faut savoir une chose, c'est que ChatGPT ne comprend rien à ce que vous lui dites et ne comprend rien à ce qu'il produit. C'est ça qui est assez dingue. C'est dingue, mais en même temps, est-ce que c'est pas ce moment-là où l'IA générative a émergé qui a permis de faire la lumière sur un secteur? Alors vous, Stanislas, vous devez vivre ça de deux manières, parce que, alors à la fois, effectivement, il y a plus de personnes qui s'intéressent à ce que vous faites, mais d'un autre côté, en fait, vous êtes aussi tributaire de cette confusion. Alors, comment ça... Alors, oui. Alors, bon, il faut dire une chose. Nous, on ne cherche pas à expliquer aujourd'hui l'IA générative pour une raison, c'est que l'IA générative, d'un point de vue marché, donc là, je parle en tant que patron de start-up, c'est 10% du marché de l'IA. Donc, c'est infime. Ça grandira, mais pour l'instant, c'est infime. Mais demain, nous, on est en capacité de l'expliquer. Voilà. On s'y attelle pas, mais on est en capacité. L'avantage de ChatGPT et des IA génératives, c'est effectivement d'avoir tout d'un coup mis en avant que l'IA, c'était quelque chose de clé. Alors après, moi, je pense qu'il y a deux mondes. Il y a le monde de l'entreprise et il y a le monde personnel. Il y a une conférence, je ne sais pas si elle a déjà eu lieu ou elle va avoir lieu, sur les assistants personnels embarqués sur les téléphones, etc. Et moi, je suis à peu près convaincu que l'IA générative, on va la voir dans ces domaines-là,
parce qu'il y a besoin d'interfacer avec le grand public de manière très simple. Mais soyons clairs, sur plein d'autres plein d'autres sujets, qui soient piloter un avion de ligne, détecter un ennemi, détecter un cancer sur une radiographie ou des choses comme ça, l'IA prédictive, l'IA de classification sur laquelle se porte l'essentiel des travaux, c'est cette IA qui est à l'œuvre. Et donc il faut vraiment avoir en tête qu'il y a deux mondes. Le point, c'est que l'entreprise va utiliser pour des sujets d'interaction, quelques sujets marketing ou autres, mais je crois fondamentalement que ça va être très progressif, alors que chez le consommateur, je pense que ça va aller beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. D'ailleurs, vous dites deux mondes, et on en a défini trois avec Michel, mais effectivement, la Silicon Valley, le terme d'intelligence artificielle généraliste, celle qui est capable de tout faire, de penser comme un humain, un mythe encore de la science-fiction aujourd'hui, c'est un peu ce qui est sur toutes les lèvres, dans plusieurs déclarations de grands patrons de San Francisco et de la baie. Qu'est-ce que vous en diriez, Michel, de ce sujet-là ? On va y revenir, mais avant de parler d'intelligence artificielle générale, qui reste quand même un mythe, qui reste de l'ordre de la science-fiction, même si, en effet, le patron d'OpenAI, Sam Altman, dit souvent que l'objectif de l'entreprise est d'atteindre ce niveau d'intelligence qui est complexe aussi à définir, parce que qu'est-ce qu'une intelligence qui se rapproche de l'intelligence humaine ? C'est une question qui est plus philosophique que technique. Donc si on essaie de revenir au réel, c'est-à-dire à ce qui existe aujourd'hui. Il faut savoir que vous parliez, Stanislas, des intelligences artificielles génératives. Je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que dans le champ du grand public, elles vont avoir une croissance, elles ont déjà d'ailleurs une croissance fulgurante. Et on le voit avec l'adoption par exemple de ChatGPT, qui est l'outil qui a eu le taux d'adoption le plus rapide de l'histoire. En revanche, ça va toucher aussi une grande partie du monde de l'entreprise, sur un certain nombre de tâches. En l'occurrence, toutes les tâches administratives, les tâches de marketing, de communication, les tâches de créativité, d'une certaine manière, création de contenu, création d'images, création de vidéos, mais aussi les tâches qui consistent à résumer, synthétiser, adapter du contenu à une audience. Toutes ces tâches-là vont pouvoir être prises en charge. Je parle bien de tâches, je ne parle pas de métiers. C'est très important de faire la différence entre les tâches et les métiers. Toutes ces tâches-là vont pouvoir être prises en charge par une bonne partie de ces intelligences artificielles génératives. Ce qui ouvre un champ assez extraordinaire. Et on n'est pas en train de vivre une révolution technologique en réalité. On vit, c'est le message, je pense, qu'il faut garder, on vit une révolution de la productivité. On est en train de gagner de manière massive en productivité avec ces intelligences artificielles génératives. Un exemple, dans le domaine de l'administratif ou de la création de contenu, de communication et de marketing, on peut atteindre un gain de productivité qui va au-delà de 30%, parfois jusqu'à 50%. Donc, ça veut dire quoi ? Et je conclurai là-dessus pour le réel. Et aujourd'hui, on pourra parler ensuite des risques, des biais, des problématiques de souveraineté. On pourra en parler évidemment parce que tout ça ne va pas sans risque, sans problématique. Ça veut dire qu'il faut embrasser cette révolution pour gagner en compétitivité et donc garder son avance potentielle quand on a utilisé ces outils. Sinon, on risque de se faire dépasser par une concurrence qui, elle, va adopter ces outils. Mais justement, quand on parle d'un changement si profond dans la société, parce que le changement de la productivité et l'accroissement de la productivité va immanquablement amener des changements, où est-ce qu'on en est, d'après vous, dans l'acculturation, que ce soit du grand public ou des entreprises, à ces sujets ? Parce que c'est bien beau de faire du ChatGPT et s'amuser avec, hein, on l'a tous dit, mais est-ce que vous avez la sensation que le grand public et les entreprises savent ce qu'elles ont entre les mains aujourd'hui ? Écoutez, moi, d'abord, le grand public, je vais parler d'un dîner chez un de mes amis récemment.
mon meilleur ami qui a pour son fils et mon filleul, et on discute, on est plusieurs, il y avait des entrepreneurs, il y avait des jeunes, et on discute et on dit oui, ChatGPT c'est gentil, mais enfin bon, nous, à notre âge, est-ce que vraiment... Alors on l'utilise, on dit, on fait certaines choses, etc. Et là, le jeune prend la parole et il nous dit, ah non mais moi, attendez, je fais tout avec. Je fais mes mails, parce que moi, je ne sais pas écrire à telle administration, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire ci. Et en fait, le voilà qui nous déballe l'ensemble de ses usages. Demain, on lui dit ChatGPT peut réserver un billet de train, peut t'organiser ta sortie avec tes copains. Il achète tout de suite. Donc, c'est juste le comment, enfin, les interfaces qui restent à mettre en œuvre, mais il est prêt. Dans l'entreprise, je pense que c'est plus subtil parce qu'il y a des choses qui existent déjà. Si vous prenez par exemple la compta, aujourd'hui, vous avez des logiciels, vous uploadez la facture et tout le reste est traité. Alors en réalité, il y a quelques petites mains qui traitent ça quelque part dans le monde quand une facture n'est pas bien comprise. Mais globalement, c'est l'IA qui va traiter la facture. Donc ça... Est-ce que c'est les IA génératives ou autres? Je pense que les IA génératives, elles sont très très fortes sur la créativité et sur la synthèse, etc. C'est extraordinaire. Mais l'adoption, je pense, que dans le public, elle arrive par les jeunes, comme toujours, et elle va arriver de manière fulgurante. Ces jeunes ne sont pas encore en entreprise. J'aimerais avoir votre avis sur ce sujet, Michel. Je pense qu'on va vivre dans les mois et les années qui viennent une refondation profonde de l'entreprise grâce à l'IA en général, que ce soit l'IA de classification, que ce soit l'IA qui va être capable de prédire, qui va être capable de prescrire, mais aussi l'IA générative. Cette révolution, elle va émaner, et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Moi, par exemple, je forme assez souvent des grands groupes sur l'usage de l'IA générative, précisément l'IA générative, pour gagner en productivité. Et je m'aperçois que les équipes sont prescriptives de ces outils pour l'entreprise. C'est-à-dire que l'usage vient de l'usage personnel pour pénétrer dans l'entreprise. Et l'entreprise finit par s'adapter. Un peu comme l'histoire que vous racontiez avec le jeune qui vous montre ce qu'il est capable de faire avec ses IA. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que ça va poser énormément de problèmes. Ça va poser des problèmes socio-économiques. Et je suis désolé de mettre un pavé dans la mare, mais on a vu récemment les annonces. Les annonces de SAP, 8000 suppressions d'emplois. Et pour un remplacement de ces emplois, en l'occurrence par de l'IA. On a vu PayPal, 2500 suppressions d'emplois, ça date de cette semaine. Et puis on a entendu aussi Publicis qui investissait 300 millions d'euros dans l'IA et en particulier l'IA générative et qui finançait ces 300 millions par des économies. Vous traduirez. Ce que je veux dire par là, c'est que ça pose des questions sociales. Il va falloir faire en sorte d'accompagner cette transformation de l'entreprise. Il va falloir former, il va falloir trouver aussi des nouveaux jobs qui dépendent en fait de ces nouvelles technologies. Et il va falloir le faire rapidement parce que nos concurrents ne vont pas nous attendre. Et puis ça pose d'autres questions. Ça pose des questions de souveraineté, comme vous le disiez. La technologie aujourd'hui, elle est majoritairement détenue par des Américains, un peu des Chinois, mais en l'occurrence, les plus grosses IA, celles qui sont les plus puissantes, sont américaines. Il va falloir qu'on réponde en tant qu'Européens à ce défi-là. Alors on a quelques pépites qui commencent à émerger. Mistral, vous avez entendu parler, start-up française qui défie OpenAI, avec beaucoup moins de fonds qu'OpenAI, mais quand même qui fait des choses assez extraordinaires. Lighton aussi, une start-up française qui déploie un modèle de langage très évolué. Open source, les deux sont open source. On a aussi cette force en Europe et en particulier en France d'être très présent dans le monde de l'open source. Et puis, on a un dernier enjeu qui est celui des biais. Les biais qui viennent en réalité des données qui nous permettent de construire ces modèles. Des biais de genre, des biais sociaux, des biais ethniques. Et il va falloir faire en sorte que ces IA ne soient pas trop biaisées. Parce que si on s'appuie sur ces IA pour travailler, pour finalement au quotidien avoir des transactions, il faudrait pouvoir maîtriser aussi ce qu'elles sont capables de produire.
Vous avez dit un mot très important, c'est la formation. La formation, on sait qu'elle est nécessaire, que ce soit en reconversion ou pour les jeunes. Stanislas, je ne suis pas certain que le jeune dont vous parliez avait appris ChatGPT à l'école. Qu'est-ce que vous pensez que les institutions ont à faire aujourd'hui pour anticiper finalement ces usages ? Alors déjà, ça commence par l'école, hein. Enfin l'école, alors peut-être l'école et l'université, mais la question c'est est-ce que vous laissez faire ou pas ? Chez nous, il y a une alternante. Je lui dis alors, vous utilisez ChatGPT ? Alors elle me répond oui, tout le monde. Hein. C'est toute l'école. Mais bon, on voit quand même ceux qui ont utilisé, ceux qui ont réfléchi par eux-mêmes. Donc en fait, on voit déjà un modèle se segmenter, hein, sans qu'il y ait de formation. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui dit c'est un outil qui me permet de réfléchir, de me poser des questions, d'être créatif. Et de l'autre côté, c'est un outil qui me permet d'aller de faire mon devoir sans avoir trop réfléchi. Wikipédia faisait déjà ça à son époque. Exactement. Et donc, il n'y a pas de nouveauté. Le point, c'est de dire, mais Wikipédia, c'était pareil. On disait, il ne fallait pas que les enfants accèdent à Wikipédia. À l'école, on leur disait en permanence, attention, surtout pas Wikipédia. Il faut réfléchir par soi-même. Mais je pense que c'est clé d'avoir des outils d'exploration. Et la magie, même quand j'utilise ChatGPT, c'est la magie, c'est cette exploration et le gain de temps que l'outil procure pour explorer. Après, il faut réfléchir. Et donc, pour moi, c'est plus les enseignants doivent apprendre aux jeunes que l'outil est un outil et qu'ils sont humains et que, justement, cet outil n'est pas intelligent. Hein, je redis, Michel l'a très bien dit. Ça n'est pas un outil intelligent. L'IA générative, c'est des probabilités que tel mot arrive après tel mot. Donc, c'est vraiment, voilà ce que c'est tout. Il faut leur apprendre que cet outil, ils peuvent le mettre au service de leur intelligence. Et si on s'élève un peu du côté de la formation, ça ne s'adresse pas forcément qu'aux étudiants et qu'aux jeunes. Michel, dans une entreprise, vous avez dit des licenciements à venir probablement. Comment faire en sorte que l'entreprise de demain ne soit pas simplement une association de robots avec quelques superviseurs ? On a vécu des révolutions, la révolution industrielle, la révolution digitale. On vit aujourd'hui la révolution de l'IA. La grande différence par rapport aux révolutions passées, c'est qu'elle arrive beaucoup plus rapidement. La révolution digitale est arrivée beaucoup plus vite que la révolution industrielle. La révolution de l'IA arrive beaucoup plus vite que la révolution digitale. Donc, si on fait le parallèle, le digital a créé de nouveaux emplois. On ne travaille plus du tout aujourd'hui comme on travaillait il y a 20 ans ou 25 ans. Aujourd'hui, vous reviendrez, si vous reveniez plutôt 25 ans ou 30 ans en arrière, en expliquant à votre double le métier que vous faites, je suis sûr que la personne, ce double, ne comprendrait rien à ce que vous racontez. Donc il va se passer exactement la même chose, sauf qu'on va prendre un temps beaucoup plus court pour le faire. Il a fallu peut-être 30 ans pour faire la révolution digitale. Il va nous falloir une dizaine d'années pour faire la révolution de l'IA. Donc, formation, adaptation, créativité pour trouver de la nouvelle valeur ajoutée dans la chaîne de valeur de l'entreprise, parce qu'il y a plein d'endroits dans la chaîne de valeur qui risquent d'être automatisés. Mais n'oublions pas une chose, et c'est un seul mot peut-être qui peut résumer ça, c'est la responsabilité. Au final, on est humainement, en tant qu'individu, responsable d'une action qui est menée peut-être par une machine, par un algorithme, soit parce qu'on a conçu, soit parce qu'on l'a utilisé, soit parce qu'on l'a acheté, mais la responsabilité ne pourra jamais être portée par quelqu'un d'autre qu'un humain. Donc, quand vous êtes un journaliste et que vous utilisez l'IA pour accélérer, éditer, contrôler du contenu, publier du contenu, à la fin, quand vous appuyez sur le bouton ou quand vous avez programmé un système qui publie automatiquement, vous êtes, en tant que journaliste, responsable de l'article qui est publié. Et c'est valable pour le médecin, c'est valable pour le pilote, c'est valable pour tous les métiers. Donc, l'humain ne va pas être remplacé. Son métier va évoluer, ses métiers vont évoluer et nous allons devoir, et c'est, moi je trouve assez enthousiasmant et je suis plutôt optimiste parce que je trouve qu'on vit une période assez extraordinaire d'accélération de l'époque, notamment grâce à la technologie, pas que, mais on va devoir inventer le monde qui nous attend.
moi, je suis passionné par ce monde-là. Voilà. Bien sûr, mais en même temps, vous le dites, la confiance va avoir aussi un besoin de transparence. Et ça a été finalement peu dit dans vos interventions et dans les miennes, mais qu'est-ce que vous mettrez derrière ce mot, Stanislas? Ce sera quoi le niveau de transparence suffisant pour arriver à avoir une confiance dans les algorithmes? Alors, il y a deux sujets. Il y a un sujet qui sont les données utilisées pour que les IA apprennent. Une des raisons de l'accélération de l'IA dans la société aujourd'hui, c'est la puissance de calcul, mais c'est aussi que les données sont disponibles. Elles ne l'étaient pas avant. Les entreprises ont commencé à les collecter il y a une dizaine d'années et la technologie des cartes graphiques, etc., a fait que maintenant on est capable de faire des modèles très complexes. Donc la donnée, il y a une responsabilité sur la collecte de la donnée il y a une transparence due par ceux qui entraînent sur quelles données ils utilisent. Comme par hasard, cette transparence, elle est quasi inexistante sur les grands modèles de type ChatGPT. La deuxième chose, c'est la transparence sur la manière dont le modèle calcule. Donc là, c'est une transparence sur la manière dont il prend ses décisions. À part notre outil qui permet de le faire, il n'y en a pas d'autres qui le permettent de le faire, donc ça règle le problème. Et c'est un enjeu de souveraineté derrière. Pour rebondir, parce qu'on a parlé 2 secondes de souveraineté, il y a un sujet clé, c'est la souveraineté. C'est l'Europe doit avoir les moyens de mettre sur le marché des IA sur tout le panel de l'intelligence artificielle qui soient des IA européennes. Je rappelle que nous sommes le premier framework de deep learning européen. Avant nous, il n'y en avait pas. C'est américain ou chinois, comme vous l'avez dit. Très bien, je vais vous poser une question conclusive à tous les deux. Un peu prospective, quelle sera notre discussion d'après vous à Tech and Fest 2025 dans un an? Si on est, je dirais, prospectif et on suit l'évolution actuelle des IA génératives et en l'occurrence de OpenAI, il est possible qu'on s'interroge sur l'avènement de l'intelligence artificielle générale en 2025. Est-ce que cette IA générale sera atteinte personnellement en 2025? C'est compliqué à imaginer, mais en tout cas, la réflexion et l'interrogation, clairement, on en reparlera. Ouais. Stanislas, 20 secondes. Oui, déjà, moi, l'IA générative générale, si vous voulez, pour moi, c'est la même chose que la machine à laver dans la maison. Tout le monde pense que la robotique, c'est loin de chez soi. La robotique, elle est à la maison. C'est la machine à laver la vaisselle et la machine à laver le linge. C'est les premiers robots. Il y en a partout dans le monde et ça marche très bien. C'est hyper spécialisé. Et pour moi, le point sur l'intelligence humaine, c'est qu'en réalité, elle est hyper spécialisée. Et la force de l'IA, c'est d'aller, des IA génératives, etc., c'est d'aller toucher le reste et d'arriver avec des intelligences différentes. Voilà. Donc moi, je ne cherche pas l'intelligence générale, je cherche des intelligences différentes. Très bien, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Pour conclure ce panel, on va accueillir Julien Nicolas, directeur numérique du groupe SNCF, qui va nous présenter un cas d'école pile dans le sujet. Alors, bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous. Je suis ravi de vous rejoindre pour cet échange sur le thème de la méfiance à la confiance, sur l'IA et l'IA générative. Et donc, je vais vous partager comment, dans le groupe SNCF, nous évoluons de la méfiance à la confiance sur l'IA. Évidemment, vous le savez, on est au début d'une nouvelle ère avec cette intelligence artificielle qui vient percuter nos métiers, percuter notre quotidien. Et ChatGPT, la rupture en novembre 2022, a vraiment créé évidemment une surprise. Certains ont été étonnés, certains ont été même ébranlés. Et ça a été le cas dans le groupe SNCF quand on a commencé, comme tout le monde, à découvrir ChatGPT. Et ça a posé évidemment beaucoup de questions dans un groupe comme SNCF. Des questions sur l'avenir de certains métiers, des questions sur le côté dystopique ou pas de la technologie,
Et puis surtout des questions sur finalement comment chacun, dans son quotidien, va voir ses tâches, ses missions évoluer, se transformer. Et donc, toute nouvelle technologie présente des menaces, mais aussi des opportunités. Et c'est ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui, et c'est ça qui rejoint le thème de la méfiance à la confiance. Donc je peux déjà vous dire, le groupe SNCF n'est pas méfiant vis-à-vis de l'IA et de l'IA générative. Le groupe SNCF, il est enthousiaste, vraiment enthousiaste, et j'y reviendrai, mais il est aussi raisonnable et raisonné dans l'utilisation que l'on souhaite en avoir. Alors pourquoi on est enthousiaste? Parce que l'innovation, elle est vraiment au cœur de notre ADN à la SNCF. On est une entreprise qui a des interactions avec des millions de clients, mais on est aussi une grande entreprise industrielle. Et donc de tout temps, évidemment, l'innovation a été au cœur de nos métiers, au cœur de nos tâches, au cœur de nos missions. Et la méfiance, c'est une réaction qui est normale face à l'inconnu. Et l'IA soulève des parts d'inconnu. Mais nous, on a toujours aimé travailler cette part d'inconnu et voir comment on pouvait la retranscrire dans notre quotidien pour amener plus de services, pour amener de la nouveauté, pour amener aussi de la performance à l'ensemble du système ferroviaire et plutôt de le prendre comme une vague d'opportunités à transformer. C'est le cas, on a essayé d'innover à la fois sur des éléments de sécurité, sur des éléments clients, sur des éléments de production et sur des éléments environnementaux. Je vous l'ai dit, l'innovation était au cœur dans l'histoire, on va dire, un peu plus récente de la SNCF, il y a 40 ans. Ça commence à être loin, mais c'est toujours l'histoire récente de la SNCF. Il y a 40 ans, on a lancé évidemment le TGV. Il y a 20 ans, on a lancé voyagesncf.com, quasiment en même temps que Google, et on a été les premiers en France dans le e-commerce. Et aujourd'hui, on a vendu plus d'1 milliard de billets sur SNCF Connect, dont l'ancêtre était donc voyagesncf.com. Et on s'est structuré pendant ces 20 ans dans le digital. Et aujourd'hui, on a 4500 collaborateurs qui travaillent dans le numérique et dans le digital dans le groupe. 4500 dans l'ensemble de nos sociétés. Gare et Connexion, Réseau, Voyageurs, qui est donc l'opérateur qui a les TGV, les Ouigo, les TER, les Intercités, les Transiliens. Donc le fret. Donc sur l'ensemble des activités du groupe, on a ces 4500 collaborateurs qui sont là pour innover dans le numérique. Et donc à la direction numérique groupe très spécifiquement, on suit bien évidemment les innovations. Et ces innovations, on les regarde et comme je le disais, dans un esprit aussi raisonné. On tire derrière 276 000 collaborateurs, on a 15 000 trains en circulation par jour, des millions de clients. Et donc comment on utilise cette technologie de manière raisonnée? Donc on est attentif aux impacts. On est attentif aux réglementaires parce qu'on a cette responsabilité. Et donc la première chose qu'on a fait sur l'IA, c'est de regarder comment assurer la sécurité et la fiabilité, comment protéger la vie privée de nos collaborateurs, de nos clients, comment favoriser l'inclusion sociale. Je vous ai parlé de digitalisation pendant 20 ans. Comment, avec cette digitalisation, ne se coupe pas d'usagers, on ne crée pas de nouvelles fractures. Et puis promouvoir une IA responsable. Donc ça a été la posture de base. La deuxième posture, ça a été de, s'en emparer. Et donc nous n'avons pas interdit à la SNCF la possibilité d'utiliser ChatGPT parce qu'on pense qu'on doit apprendre à vivre ces outils, on doit apprendre à les connaître, et donc pour les connaître, il faut les utiliser. Et donc on a plutôt édicté des règles en expliquant à nos collaborateurs qu'il y avait des risques d'hallucination, qu'il y avait des problèmes de confidentialité de données, il y avait des problèmes de fraîcheur de données, il y avait de la manque de transparence dans les réponses, comment étaient faits ces algorithmes, comment étaient choisies les réponses. Si vous alimentez une IA avec Le Figaro ou avec Libération, vous n'aurez pas la même réponse. Et donc c'était important d'aider nos collaborateurs à comprendre ça. Et donc avec notre direction numérique et la direction cybersécurité, nous avons émis vers l'ensemble des collaborateurs du groupe ce qu'ils pouvaient faire et ne pas faire, les do's and don'ts, en utilisant les IA publiques. Mais surtout en parallèle, il a fallu lancer un grand plan d'acculturation. Et donc le plan d'acculturation, on l'a fait sur 2 phases. Une phase évidemment sur les dirigeants. Il faut aussi que les dirigeants s'en emparent et comprennent.
Et donc, on a fait des formations pour les dirigeants. On a fait dans des séminaires de cadres dirigeants des démonstrations avec des corners sur l'utilisation de plein d'outils différents d'IA générative, le texte, la vidéo, les images, le code. Donc énormément d'utilisation pour toucher vraiment ce que c'était que l'IA et l'IA générative. Et puis la formation ensuite des collaborateurs. Et donc on a une école numérique en interne. Et aujourd'hui on a des formations à l'IA générative que les collaborateurs SNCF peuvent avoir accès en ligne, en e-learning. On a de l'acculturation et de la prise en main. À la SNCF, on a des maisons digitales réparties en France qui s'appellent les 574 parce que c'est le record de vitesse du TGV. Et dans ces 574, on a mis ces petits stands que nous avions présentés aux 4 dirigeants avec de l'IA à nouveau sur l'ensemble des dimensions, du code à la vidéo, et sur lequel les collaborateurs de la SNCF peuvent venir tester, presque jouer avec, j'ai envie de dire, pour ensuite réfléchir, imaginer comment ça va impacter leur quotidien. Et puis, on a lancé évidemment une étude sur les cas d'usage métier, en quoi l'IA générative peut nous aider à être plus performants, à proposer plus de services, à être meilleurs dans notre quotidien dans la production ferroviaire. Et là, on travaille évidemment sur les aspects service client, bien sûr, beaucoup de choses autour évidemment des bots. On travaille sur le RH, je l'ai cité, on travaille sur l'aide au développement et tout ce qui est partie code, notamment aide au code ou à la correction de code. Et on travaille aussi sur l'entraînement de modèles liés à de la prédiction de retard, par exemple, donc sur des choses beaucoup plus spécifiques ou des sujets qui sont liés à la maintenance de nos trains, par exemple. Donc, 1, laisser les gens tester. 2, acculturer, accompagner, former, expliquer les risques et les opportunités. 3, mettre en place une infrastructure pour les métiers pour qu'ils puissent l'utiliser. C'est-à-dire que l'IA, il faut ensuite pouvoir l'utiliser. Donc nous, on met en place des infrastructures avec nos clouds, avec nos partenaires clouders, avec nos propres data centers, avec différents LLM. On est agnostique, on travaille sur plusieurs modèles différents et avec aussi différents modèles économiques différents pour, en fonction des métiers, pouvoir choisir ce qui est le plus adapté et de façon à nouveau sécurisée. En ayant monté ces infrastructures, on a des espaces sécurisés avec des habilitations et on permet aussi de pouvoir charger des données qui ne sont pas partagées dans un LLM public et qui derrière peut se retrouver à la main d'autres entreprises. Donc ça, c'est important d'avoir travaillé très fortement sur les infrastructures et d'un point de vue très SI, très numérique, éviter le vendor lock, donc être agnostique et travailler avec plusieurs acteurs du marché. Le dernier point que nous avons fait, c'est nous avons décidé de ne pas couper l'accès à ChatGPT. Je l'ai dit, ce n'était pas sécurisé. Donc on a édicté des règles, mais ça ne suffit pas, puisque du coup, on ne peut pas charger de documents SNCF dans ChatGPT. Donc on a ouvert le SNCF Group GPT. On a ouvert notre propre accès, nos propres instances sécurisées, et les collaborateurs ont à la fois l'IA telle qu'elle existe sur ChatGPT, vous pouvez lui poser des questions sur le sens de la vie, ou quels ont été les ministres nommés la semaine dernière. Et puis vous avez aussi des questions qui sont plus propres à nos métiers. On a alimenté avec des bases de données SNCF et vous pouvez lui poser des questions sur des référentiels maison, sur des procédures maison. Et là, ça stick, c'est-à-dire ça colle à nos procédures et vous avez une réponse qui n'hallucine pas et qui est liée à la procédure SNCF. On leur a aussi ouvert un accès pour générer des images, pour les métiers plus autour de la communication, du marketing. Et puis enfin, la possibilité de charger des fichiers et de travailler sur ces fichiers. Donc on a créé notre propre espace sécurisé, nos propres instances. On l'ouvre au fur et à mesure. On était en expérimentation sur 150 au début, 300 ensuite, ouvert à tous les 4 dirigeants, 500 collaborateurs supplémentaires. Et on va continuer comme ça, d'avancer. Et c'est comme ça qu'on passera de la méfiance à la confiance, c'est-à-dire en accompagnant les collaborateurs. Ça peut faire peur, des fois je l'ai dit, sur le côté dystopique, on peut se poser beaucoup de questions sur l'impact sur certains métiers. Donc il faut l'utiliser pour identifier ces impacts. Il faut accompagner, il faut former. Voilà, c'est pas
inné de se servir d'une intelligence artificielle, d'arriver à l'exploiter. On a mis en place des formations sur des prompts. On montre les outils, on les fait toucher. C'est pas pareil de les montrer ou de lancer une communication via email. Il faut aller toucher les choses. C'est ce qu'on fait dans nos maisons du 574. Et donc, on avance comme ça, pas à pas. Donc ça, c'est très important, c'est d'arriver à embarquer, d'arriver à montrer, d'ouvrir au fur et à mesure. On le fait en Rex, hein, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, les 160 000 agents français n'ont pas encore accès à SNCF Groupe GPT. On y va, palier par palier. On en a déjà plus de 500. On a un premier Rex, on a des Rex chaque semaine et on ouvre et on fera grossir les populations. Et on accompagne chacune des directions. On a des questions qui sont très différentes entre la communication, le marketing, la production ferroviaire, le juridique, la sûreté. Et donc on passe dans chacune de ces directions pour leur montrer ce qu'il est possible, à eux en charge ensuite de le prendre, de s'en emparer et donc de gagner de la confiance sur ce que ça va leur apporter demain. Voilà ce que je pouvais échanger avec vous sur ce thème autour de méfiance ou confiance sur l'IA générative pour la SNCF. Merci beaucoup Julien. C'est terminé pour nous, du coup je pense qu'on va rendre la scène. On est disponible dans les allées pour Stanislas. Michel reste aussi dans le salon ce soir. Julien, vous êtes ici, vous restez sur Tech & Talk. Je serai là ce soir, oui, absolument. Ok, absolument. parfait. Et ben, de même, au plaisir de vous rencontrer. Merci. Merci.